Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami, Monsieur Michael Kurtli. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ablatif, comment vas-tu? Bah, doucement, la reprise il est là, mais l'essentiel, on est là, on est encore là. On est tous très heureux de te voir revenu à la tâche, parce que ta tâche c'est très important. Enfin, merci infiniment, c'est grâce à vous et grâce à l'ensemble de nos invités qui sont reconnus par leur intégrité et leur aussi crédibilité que cette émission continue et continuera, comme on dit, Inch'Allah, donc d'éclairer et donner les avis des uns et des autres sur des problématiques d'actualité. Et l'actualité oblige, et nous sommes heureux d'avoir parmi nous un Américain parce que l'Amérique est, au nom de son président, M. Donald Trump, est sur la première ligne de l'actualité et notamment avec ce qu'on appelle la transaction ou le deal du siècle, une transaction pour trouver une solution entre les Palestiniens et les Israéliens. Sauf que dans cette transaction, il n'y en a pas de Palestiniens. C'est un arrangement entre le président Trump et le premier ministre israélien Netanyahou. Dans un premier temps, avant d'y aller plus loin sur les tenants et les aboutissants de cette transaction du siècle, pour l'Américain lambda, est-ce que c'est un sujet d'actualité ou un sujet de seconde zone? Je crois que ça dépend de quel Américain dont on parle. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est qu'il y a deux souches de la population américaine qui s'intéressent très spécialement à ce qui se passe entre Israël et l'Amérique. La première souche, évidemment, c'est des Juifs américains qui ont tendance aux États-Unis à être contre le régime de Netanyahou et très souvent aussi contre la présidence de Donald Trump. Donc, les Juifs américains ne sont pas nécessairement des alliés de Trump dans cette affaire. Il y a certains qui sont pour ce deal du siècle, comme on l'appelle, mais la majorité des Juifs américains sont très sceptiques par rapport au régime de Netanyahou, de Benjamin Netanyahou en Israël. L'autre frange de la population américaine et celle qui est beaucoup plus importante pour le président Trump, ce sont des évangéliques. Comme tu le sais peut-être, les évangéliques représentent jusqu'à un tiers de l'électorat américain et de la population américaine. Et les évangéliques sont, en plus de tout cela, ils sont devenus très politisés. C'est-à-dire que dans le temps, c'était un mouvement presque uniquement religieux, retour aux sources, retour à la Bible, mais avec les années qui sont venues, ils ont décidé, surtout depuis les années 60, à devenir une force politique pour prôner certaines causes qui les intéressent, notamment l'anti-avortement, l'anti-homosexualité et plus récemment et d'une façon très éclatante, l'attitude envers Israël. Donc, si on peut compter les Juifs américains dans les quelques millions de population, on peut compter la population évangéliste aux États-Unis dans les dizaines de millions. Et c'est certainement cette population-là que le président Trump cible dans tout ce qu'il fait par rapport à Israël. C'est-à-dire que je crois que la plupart des gens comprennent bien que les Palestiniens ne vont jamais être d'accord avec un accord qui
qui a été créé sans leur avis, sans consultation. Mais peu importe pour le président Trump, lui, il essaie actuellement de se faire réélire en tant que président, et il sait qu'il doit compter non seulement sur l'appui intellectuel des évangélistes, mais surtout sur le fait qu'ils aillent voter pour lui le jour de l'élection en novembre 2020. Donc, cette annonce qui était, n'oublions pas que cette annonce était en préparation depuis plus de 2 ans. Et donc, le fait de l'annoncer maintenant, juste après que le président Trump avait été inculpé au niveau du Congrès pour des crimes contre l'Amérique, a été inculpé. Il n'a pas été, disons, jugé coupable de ces crimes, mais pendant cette période, évidemment, il voulait se mettre en avant pour montrer qu'il avait toujours autant de force qu'avant. Donc cette annonce, pour moi, était une annonce très politique, destinée à garder dans sa famille politique les évangélistes américains, et surtout que maintenant, juste après qu'il avait été de son inculpation, il y avait également dernière grande réunion qui s'appelle le petit déjeuner de prière qui se passe tous les ans, et le président Trump a utilisé cette occasion à mettre en avant à la fois son attitude envers Israël et aussi son attitude envers ses ennemis au Congrès. Et puisque depuis son arrivée à la Maison Blanche, il a fait plusieurs démarches pour plaire aux évangélistes, c'était une façon de couronner sa victoire par rapport au Congrès, bien que cette victoire avait été connue à l'avance. Personne pensait qu'il allait vraiment être jugé condamnable. Mais en même temps, il a utilisé ce moment pour à la fois annoncer qu'il avait été acquitté, et deuxièmement pour annoncer qu'il avait la solution, d'après lui, pour la situation en Israël. Ce qui a beaucoup plu à une certaine souche des évangélistes américains. Là, Michael, semble d'y aller encore plus loin par rapport à cette attitude de M. le Président Trump, mais par contre, puisque c'est un petit peu l'objet de cette émission, c'est cette relation entre les évangélistes et aussi la transaction du siècle. Il y a une question qui s'impose, et j'aimerais bien avoir votre avis parce que vous êtes quelqu'un qui connaît un petit peu ce dossier. C'est quoi la relation entre ces évangélistes et avec l'État d'Israël, et pourquoi ce vœu doit se réaliser, et notamment son importance chez les évangélistes? C'est une très bonne question, Ablatif. Il faut d'abord souligner que cette relation avec l'Israël ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé il y a déjà plus d'une centaine d'années, où il y avait chez les évangélistes, et n'oublions pas, évangéliste, ça veut dire plutôt intégriste. Ça veut dire quelqu'un qui croit à l'interprétation littérale de la Bible. Et quand on parle de la Bible, on parle non seulement du Nouveau Testament, mais de l'Ancien Testament. Donc, les évangélistes sont très proches dans leur interprétation religieuse de la Bible hébraïque et aussi de la Bible chrétienne. Bon, donc ça veut dire que depuis à peu près une centaine d'années, même plus, il y a eu cette question d'Israël. Israël, ça représente quoi? À l'origine, c'était pas spécifiquement une question politique. À l'origine, c'était une question de prophétie biblique. La prophétie biblique était que, avant qu'il y ait la deuxième venue de Jésus-Christ,
les Juifs allaient avoir leur terre promise. Donc même déjà au début du XXe siècle, il y a eu beaucoup de mouvements chez les évangélistes qui s'appelaient des mouvements pro-zionistes, pour l'instauration de l'État juif à l'intérieur des terres du Moyen-Orient, parce que c'était ça qui était prédit dans la Bible et dans les livres de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, il est écrit que sans qu'il y ait les Juifs qui prédominent sur Israël, il ne va pas avoir la deuxième venue de Jésus-Christ. Donc pour eux, c'est très important que Israël existe en tant que nation et en tant que nation juive, pas pour une question religieuse spécifiquement, parce que ce n'est pas un mouvement anti-musulman, ce n'est pas un mouvement pro-juif en tant que tel, mais c'est un mouvement pro-chrétien, dans le sens que toujours dans la prophétie biblique, tous ces juifs qui auront occupé les terres promises dans la Bible vont à la fin de la route devenir chrétiens. Et donc quand ça arrivera, on ne sait pas exactement quand c'est prévu que ça arrivera, c'est quand Israël deviendra un État chrétien, la fin du monde, de l'Apocalypse, le retour à Dieu de toute l'humanité va se proclamer. Donc c'est très important dans l'eschatologie chrétienne, en tout cas chrétienne intégriste, je veux dire, de croire à l'idée qu'Israël représente une culmination de la prophétie biblique. Ça c'est de l'un. Ok, ça c'est très important, et même on peut, je ne sais pas si tu le sais, mais le président Truman, en 1948, était le premier président à reconnaître l'existence de l'État d'Israël, et il était évangéliste. Et on a souvent attribué sa reconnaissance, qui était très contestée à l'époque, au fait que lui-même avait quelque part cette croyance dans l'importance eschatologique d'Israël. Donc, quand on regarde la question politique aux États-Unis, on peut pas, par rapport aux évangélistes, on peut pas enlever le côté religieux de l'affaire. Donc, quand le président Trump arrive, et sachant pertinemment que sa réélection, et non seulement sa réélection, mais sa première élection, dépendait de la participation massive des évangélistes, n'oublions pas que 70% des évangélistes ont voté pour Trump. C'est nettement plus que la plupart des autres populations. Parce que si on peut compter que la population évangéliste est d'environ un tiers des Américains, si 70% des évangélistes ont voté pour Trump, ça veut dire qu'il y avait une minorité des autres qui ont voté pour Trump. Exact. Donc ça veut dire que sans la participation massive des évangélistes, Trump ne risque pas d'être réélu. Donc d'abord l'année dernière d'avoir annoncé que la capitale, qui avait été promise d'ailleurs, la capitale d'Israël deviendrait Jérusalem, ça avait été promis par tous les présidents prétendants depuis au moins une trentaine d'années. Mais c'est Trump qui a décidé de le rendre légal, de déclarer officiellement que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme la capitale éternelle. C'est une décision très politique de la part de Trump. Pas par rapport aux Juifs, mais par rapport aux évangélistes. Bien sûr. En France, je crois que la situation est un peu différente parce que, comme aux États-Unis, la plupart des Juifs en France ne sont pas spécialement pour Netanyahou. Au contraire, la plupart des Juifs en France sont très partagés par rapport à la question de la Palestine, par rapport à la question de l'État palestinien. C'est vrai. Il y a beaucoup de discussions et
Et on peut pas dire qu'il y a une majorité qui soutient, on peut pas dire que la majorité soutient Netanyahou, et on peut pas dire non plus qu'il y a une majorité pro les ennemis de Netanyahou. Donc c'est très partagé. Tandis qu'aux États-Unis, il y a pas ce partage. Chez les Juifs, c'est carrément contre Netanyahou aux États-Unis. Mais les Juifs ne comptent pas pour grand-chose dans la carte électorale américaine. Avant, ils comptaient pour beaucoup parce qu'ils représentaient une petite majorité très démocrate à l'intérieur. C'est-à-dire que les démocrates, dans le passé, pouvaient toujours compter sur la voix des Juifs. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les Juifs vont massivement voter démocrate. Néanmoins, pour Trump, ce n'est pas important. Parce que les Juifs sont déjà dans les États aux États-Unis, comme le New York, comme la Californie, qui sont déjà perdus d'avance pour Trump. Que les Juifs votent ou que les Juifs ne votent pas, ne va pas changer sa carte électorale. Donc ils s'en foutent, ils s'en foutent disons, de la réaction des Juifs aux États-Unis. Tandis que les évangélistes aux États-Unis sont dans les États, quelquefois, qui peuvent voter soit démocrate, soit républicain. Donc, il faut absolument que ces évangélistes tiennent bon derrière le président Trump. Autrement, il ne sera pas réélu. Il y a une question qui s'impose, Michael. Monsieur Trump, apparemment, donc son apparence, si tout le monde en parle, c'est un homme d'affaires. Il n'a rien de religieux. Et je pose la question, sur quels critères les évangélistes ont choisi Monsieur Trump pour qu'il soit le Messie pour eux, il est la personne qui incarne la possibilité de remplir les objectifs des évangélistes aux États-Unis? C'est très intéressant comme question, parce que souvent, on a pointé le doigt à Trump comme étant dépourvu de moralité, comme une opportuniste, comme quelqu'un qui n'incarne pas les principes ni la moralité d'un bon chrétien. Néanmoins, politiquement, Trump a décidé depuis le début de toujours prôner des actions, que ça soit dans la nomination des juges à la Cour suprême, que ça soit dans la réaction par rapport aux thématiques qui sont très importantes pour les évangéliques, par exemple, l'anti-avortement. Il a toujours prôné des positions qui sont pro-chrétiens, pro-évangélistes. Donc, les évangélistes, c'est comme si ils mettaient les doigts sur leur nez et ils disaient, bon, ben, on comprend que le président Trump n'est pas une personne de la moralité qui nous intéresserait, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va avancer nos principes et surtout nos questions politiques. Donc, c'est très transactionnel. À partir du moment que le président Trump met en avant des idées qui intéressent les évangélistes vont le soutenir, et en se disant, même les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas toujours ils citent souvent le roi David. Le roi David n'était pas un paragon de la moralité, mais c'est quelqu'un qui a été très important dans l'évolution de la religion des Juifs et dans l'histoire biblique. Donc, il compare souvent le président Trump au roi David dans le sens que c'est quelqu'un qui est imparfait dans leur point de vue, mais en même temps qui a été mis en place par Dieu pour avancer leur agenda. Mais si on prend la vision Trump, donc il vit son passé affairiste, donc c'est un bon négociateur en politique. Oui.
C'est un bon négociateur parce qu'il utilise des mots-clés ou des projets ou des principes religieux et notamment évangélistes pour avoir cet électorat. Donc, quelque part, ce monsieur, il incarne bien même sa façon de voir les choses, comme toujours, et c'est la transaction, c'est un homme d'affaires, et même sa communication en politique internationale, même intérieure, c'est sous forme de tweets. Donc, il y a une révolution qui s'appelle Trump en termes de rapport avec la population, rapport avec le monde. Il y a une révolution inédite. Peut-être elle est avantageuse ou pas, mais ça fait bouger quand même des lignes. Hein. C'est-à-dire, je pense que on n'a jamais vu un politicien comme le président Trump, en tout cas pas récemment, en tout cas, aux États-Unis, qui n'accepte pas de bornes. C'est-à-dire qu'il n'a pas de décence politique. Donc, ce qui veut dire que s'il a une rivale ou un ennemi politique, il n'hésite pas d'utiliser les termes les plus dérisoires ou bien les plus critiques par rapport à ses rivaux. Et il est indemne. Les gens l'excusent. On dit, c'est Trump. Qu'est-ce que vous attendez? C'est comme ça qu'il a toujours fait. C'est comme ça qu'il est. Donc aujourd'hui, comparé il y a 3 ans, quand tout le monde il y a 3 ans était en train disons, de s'offenser par rapport à ce que disait Trump, aujourd'hui, la population américaine lasse par rapport à tout ça. Et ils se disent, mais c'est comme ça que Trump a toujours été, c'est comme ça qu'il va toujours être. Néanmoins, on voit pas cette même façon d'être chez des politiciens qui sont pas nommés Trump. Donc, est-ce que la question qui s'impose, est-ce que c'est une comète qui existe dans l'histoire des États-Unis et qui va s'éteindre très vite, ou est-ce qu'il va être réélu d'ici quelques mois, et est-ce que cette comète va continuer à avoir la puissance qu'il a aujourd'hui? Et des bébés comètes dans l'avenir aussi. C'est un peu la crainte que nous avons aux États-Unis, c'est qu'il va créer un genre de dynastie s'il est réélu. Eh oui. Mais c'est vrai ce que vous dites, hein, mais le souci, le concept Trump est là et fonctionne. Et il y a des gens qui le soutiennent et qui le disent, et notamment, comme vous l'avez bien développé au départ, cette population des évangélistes qui le soutiennent d'une manière assez importante, qui peuvent basculer la balance d'un côté comme d'un autre. Il y a un risque que les États-Unis basculent sur un autre ère. Mais c'est une grande question, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, évidemment, on ne peut pas juger cela à travers la loupe du président Trump, parce que Trump, c'est une licorne dans tout ça. Il est tellement différent des autres présidents, c'est difficile de savoir comment il va être lors de son 2e mandat s'il est réélu. Typiquement, ce qui se passe, c'est que les présidents américains, lors de leur 2e mandat, ne ressentent pas le même besoin politique qu'ils ressentaient lors du 1er mandat. Exact. Ce qui veut dire que peut-être Trump sera un président très différent, parce que peut-être à ce moment-là, il commencera à penser à son legs vis-à-vis de l'histoire, ou bien que non, on n'a aucune idée de comment Trump va, il est tellement imprévisible par rapport à son 2e mandat, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les évangélistes qui, par ailleurs, se sont rapprochés depuis les dernières décennies d'Israël, par d'autres façons. Ce n'est pas uniquement Trump, c'est aussi le tourisme. N'oublions pas que la terre d'Israël représente aussi la terre de Jésus. Donc, de plus en plus, les évangélistes vont rendre visite, disons, à tous les sites qui existent dans le Nouveau Testament.
et ils se disent, c'est Israël qui est le gardien de ces sites. Donc, dans un sens, leur désir de la continuation de l'État d'Israël est renforcé par le tourisme qui a agrandi largement depuis une trentaine d'années en Israël. Donc, dans un sens, c'est comme une boule de neige. L'évangéliste se rapproche d'Israël dans le sens à la fois religieux et dans le sens social, par les visites continuelles en Israël, qui sont très bien organisées par les Israéliens, qui arrivent à les cantonner dans les lieux qui sont sacrés pour les chrétiens, et ils reviennent aux États-Unis avec une certaine ferveur, avec la conviction que l'État d'Israël a non seulement le droit d'exister, mais a le droit de faire ce qu'il veut. Tu vois? Donc c'est un grand problème pour n'importe quel politicien. Moi, j'ai travaillé avec le gouvernement, avec l'ambassade du Maroc aux États-Unis pendant une dizaine d'années, et dès le départ, on a compris que les évangélistes avaient une énorme poids par rapport à la politique, surtout des républicains. Donc, puisque c'était le président George W. Bush qui était en place à l'époque, on a mis beaucoup l'accent sur, disons, la séduction des évangélistes par rapport à la communication et par rapport à disons, aux causes qui intéressaient les Marocains. Avec beaucoup de succès d'ailleurs. On peut pas, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire des évangélistes, c'est qu'ils sont très primaires, quelquefois, dans leur façon de voir la chose. Et j'ai une parenthèse, Michael, parce que vous avez évoqué ce passé, le vôtre, avec son excellence ambassadeur marocain à l'époque, je crois que c'est M. Moukwar, si je ne me trompe pas. Aziz Moukwar. Aziz Moukwar. Comment vous voyez actuellement cette situation avec les évangélistes et marocains? À vrai dire, je n'ai pas bien suivi tout ce qui se passe entre les évangélistes et le Maroc depuis maintenant 8-9 ans que je ne travaille plus avec l'ambassade. Néanmoins, je peux constater des choses. Oui. À l'époque, quand j'étais avec l'ambassadeur Moukwar, on avait constamment des visites de délégations d'évangélistes de haut niveau auprès du gouvernement marocain. On avait organisé des événements qui pouvaient plaire aux évangélistes sur la terre marocaine, et à l'inverse, aux États-Unis. On avait créé beaucoup de dialogues à la fois religieux et aussi politiques entre le Maroc et la communauté évangéliste aux États-Unis. Ce que je peux constater, c'est que je ne vois pas aujourd'hui le même genre de choses qui se fait. Donc je ne sais pas si c'était une décision de la part du Palais Royal de ne pas travailler autant avec les évangélistes américains, ou bien est-ce que c'était un changement d'ambassadeur, qui n'avait pas les mêmes priorités, qui n'avait pas pensé que c'était aussi important. Je ne peux pas dire. Ou bien les évangélistes qui veulent plus travailler avec le Maroc aussi. Ça m'étonnerait. Ah. Les évangélistes ont toujours envie de travailler avec le Maroc. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, le Maroc représente le pays du Moyen-Orient. Dans leur esprit, évidemment, le Moyen-Orient est très large, mais il représente le pays arabisé le plus important parce qu'il est le plus proche de la culture occidentale. Et donc, ça veut dire que c'est le pays le plus fertile, toujours dans l'esprit des évangélistes, pour la conversion. Donc, il y a une souche chez les évangélistes qui veut vraiment créer un genre de dialogue, à la fois religieuse et autre, avec le Maroc. Il y a une autre souche qui n'a aucun autre intérêt que d'aller convertir les Marocains. Donc, quand j'étais avec Aziz Moukwar, on a surtout travaillé avec la première souche, la souche
la souche qui avait envie d'un dialogue pour, quelque part, disons, pour agrandir les possibilités de paix entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Il y a cette souche chez les évangélistes qui est assez idéaliste, et ils ont trouvé au Maroc, disons, un répondant un terrain fertile, très important, et nous avons réussi beaucoup de choses dans ce sens. Sur la deuxième souche, nous avons aussi essayé de les intéresser, parce que je dirais que c'est la souche la plus grande. Si on peut dire que la première souche représente 30% des évangélistes, cette autre souche qui s'intéresse surtout à disséminer la parole de Jésus-Christ et à faire exporter la religion chrétienne à toute la population du monde, s'ils peuvent. On a aussi travaillé avec cette partie de la population évangéliste, avec du succès, parce qu'ils sont pas cons, ils sont pas bêtes, ils arrivent à comprendre que s'ils veulent avoir une relation avec le Maroc, il faut aussi qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. En même temps, l'ambassadeur Mécoire et moi-même, nous avons compris que la raison principale d'avoir une relation avec les évangélistes, de cette deuxième trempe, c'était d'avoir une influence au niveau de certains parlementaires, de certains congressmen, ou bien auprès de la présidence américaine. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus important que c'était il y a 10 ans. Parce que Trump, il a complètement déclaré son affinité pour les évangélistes. Et les évangélistes, de leur côté, ont fait la même chose dans le sens inverse. Peut-on espérer une visite du président Trump au Maroc l'année prochaine, au prochain mandat éventuel? Tout ce que je sais, c'est que les Marocains, aujourd'hui, font beaucoup pour ne pas déranger la politique du président Trump. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à son annonce de la transaction du siècle, comme tu l'as appelé, en Moyen-Orient, le Maroc a été, disons, assez calme par rapport à leur réaction. Je sais que Jared Kushner, le membre de Trump, avait au moins 2 voyages très remarqués au Maroc, et je sais que l'Amérique considère le Maroc comme un allié très important dans leur politique par rapport au Moyen-Orient. Ceci dit, je ne peux pas prédire si oui ou non le président Trump va aller au Maroc. Jusqu'à maintenant, il n'a pas mis pied sur le continent africain. Donc, je ne peux pas savoir si la non, mais c'est une question de prédiction, ni plus ni moins. Personne qui peut savoir, Michael, ça, tu le sais très très bien, comme moi. Mais il me reste 2 questions, si tu le permets. Il y a 2 questions qui m'intéressent de près. La première, au départ de la discussion, on a parlé que les évangélistes, ils se basent sur la Bible, et sur les écrits, et ainsi de suite. Mais j'aimerais bien avoir, c'est quoi l'opinion, c'est quoi le ressenti des évangélistes avec l'islam en tant que religion? C'est une question très importante. Il y a 2 façons de répondre à cette question. La première façon, c'est une façon, disons, dogmatique. Dans les écrits, les évangélistes, évidemment, ils croient à la pérennité et à l'importance de l'Ancien Testament, et évidemment à l'apogée religieuse du Nouveau Testament. Pour eux, le Coran est une abomination. Ok? Donc, ça veut dire qu'ils voient les musulmans comme des hérétiques. Donc, ça veut dire que leur attitude envers l'islam est une attitude
c'est un genre de bataille de religion, dans le sens que ils croient que le plus, pour eux, c'est très spécifique par rapport à leur croyance. C'est-à-dire que ils croient que ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur salvation, comme leur salut, vont au ciel. Et ils croient que ceux qui ne l'acceptent pas comme leur salut ne vont pas au ciel. Moi, j'ai été, si je peux l'appeler comme ça, j'étais victime moi-même de cette pensée, parce que bien que ils ne savaient pas de quelle religion j'étais, ils savaient que je n'étais pas évangéliste. Mm-hmm. Donc, souvent, j'ai reçu, disons, l'interpellation des évangélistes envers moi-même, en me disant que ils avaient peur pour moi, que si je n'acceptais pas Jésus-Christ comme mon salut personnel dans le créneau des évangélistes, j'allais à l'enfer. Donc moi j'ai été approché à plusieurs reprises dans ce sens-là. Donc si on peut agrandir cette pensée par rapport au monde entier, leur but principal, c'est de sauver des âmes. Ah. Et pour eux, tout ce qui n'est pas évangéliste, et surtout, parce qu'évangéliste, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois croire dans la parole de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la Bible, et de deux, croire dans le salut personnel de Jésus-Christ dans la vie de chacun. Donc, ça veut dire que pour l'évangéliste, il regarde le monde extérieur et il se dit que ça soit des catholiques, que ça soit des musulmans, que ça soit des bouddhistes ou des hindous, ces gens-là ne vont pas aller au ciel. Donc, que ce soit des chrétiens qui sont non évangélistes, ou que ce soit des musulmans qui sont loin des chrétiens, dans leur façon eschatologique de regarder l'affaire, il n'y a que ceux qui croient au salut personnel de Jésus dans le contexte de l'interprétation intégriste de la Bible qui vont aller au ciel. Donc, si on le voit premièrement de cette façon-là, ça veut dire que leur mission, pour eux, pas pour moi, mais pour eux, est une mission humanitaire. C'est-à-dire que leur mission est de sauver les âmes, premièrement. En plus, c'est une question très importante, ils regardent le monde musulman aujourd'hui et ils regardent d'une façon un peu orientaliste. C'est-à-dire que ils sont intrigués par le monde musulman, comme peut-être beaucoup de gens en Occident ont été intrigués par le monde musulman, mais ils ne le voient pas comme un monde égal au monde occidental. C'est-à-dire que ils regardent le monde musulman et justement en comparaison avec Israël, par exemple, ils se disent, mais ce monde musulman n'a pas apporté autant de bienfaits que l'Occident ou que Israël a pu apporter à sa population. Donc, ils jugent le monde musulman comme un monde un peu défectueux. Le monde musulman, effectivement, il est défectueux actuellement, mais sa civilisation, comme on le sait, c'est une civilisation qui est arrivée à un certain niveau d'apogée à travers le monde. Mais ce que je comprends pas, Michael, dans cette façon de voir les choses, parce que il y a quelque chose à développer si c'est possible. On parle par rapport à ces musulmans, c'est comme on parle à une cinquantaine, soixantaine de millions. Là, on parle de plus qu'1 milliard de musulmans. Oui. Et cette notion, j'ai l'impression, il est un petit peu abandonné dans la façon de voir les choses. Et même en Israël, l'État d'Israël, il est composé d'une population qui ne croit pas à ces thèses. Et on l'a vu avec les manifestations en Israël. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'étais en train de te raconter comment N'oublions pas que des évangélistes, de façon générale, mais pas catégoriquement, il y a beaucoup d'évangélistes qui ne sont pas du tout d'accord
avec cette façon primaire de voir la chose. Mais je dirais que la plupart des évangélistes aux États-Unis ont une attitude assez simpliste. C'est-à-dire, et moi, je suis en train de discuter d'une façon intellectuelle. L'agriculteur ou l'ouvrier qui va à son église le dimanche et qui entend que le prêcheur a envie de lui dire, il ne voit pas le monde comme toi et moi. Pour lui, quand il entend parler, par exemple, que des musulmans ont brûlé une église en Syrie ou bien au Nigeria, ça veut dire pour lui que le monde musulman est contre les chrétiens. Ouais. Qui a une vraie bataille entre les chrétiens et les musulmans. Si de surcroît, on les convainc que le monde musulman a réussi dans le monde moderne à créer un État qui est à la hauteur de l'Occident, c'est facile de les manipuler. C'est facile. Ces personnes ne sont pas des mauvaises personnes. Ces personnes sont des personnes comme toi et moi. Moi, j'ai grandi dans le Kentucky, qui est une terre très fertile pour l'évangélisme. J'ai beaucoup d'amis qui sont évangélistes, mais je ne pourrais jamais leur parler logiquement, comme toi et moi, on est en train de parler, de la question concernant les Palestiniens, de la question concernant l'islam. J'ai essayé. Il y a certains, évidemment, qui sont plus éveillés que d'autres. Je veux pas les dépeindre d'une brosse trop large, mais je dirais que la plupart, ils ont beaucoup d'autres soucis dans leur vie que de penser à l'islam et à la Palestine quotidiennement. Donc, ils acceptent que d'autres, qui n'ont peut-être pas des motivations vraiment humanitaires ou humanistes même envers l'affaire, règlent l'affaire pour eux. C'est-à-dire que si le prêcheur va dire Trump est bon parce que il veut abolir l'avortement. Exact. Trump est bon parce qu'il veut protéger Israël. Et c'est très important pour nous de protéger Israël. Et ils vont pas aller plus loin. Ils sont pas là en train de se poser des questions. Il faut jamais oublier ça. C'est toi et moi et peut-être beaucoup de Français, nous pouvons avoir une discussion sur la réalité ou la logique de la chose. Oui, mais vous êtes en train de dire quelque chose de très important quand même, Michael, parce que sincèrement, je ne peux pas laisser passer ça comme ça. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de la première puissance mondiale. On parle des gens qui sont arrivés à la Lune, on parle des gens qui explorent l'univers. Il y a une contradiction quelque part. Mais moi, si tu veux, nous avons un président américain qui représente le dénominateur le plus bas qu'on peut avoir. Trump ne cherche pas à avoir un dialogue. Trump ne cherche pas à ce que les autres qui sont contre lui le comprennent. Il n'a jamais cherché ça depuis qu'il est au pouvoir. Donc Trump représente un côté de l'Amérique qui pour moi est très dangereux parce que il n'y a vraiment pas un effort de créer une image de l'Amérique unie et surtout qui se parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée du président Trump au pouvoir, on voit une polarisation de la population américaine qui n'a pas existé il y a 10 ans. Et cette polarisation, Trump compte dessus pour pouvoir se faire réélire. Mais cette polarisation ne va pas cesser d'exister une fois qu'il est réélu. Parce que pendant toute cette période, il est à la présidence depuis plus de 3 ans, il n'a pas une seule fois essayé d'avoir un dialogue avec ses opposants. Il y a le risque, comme vous l'avez bien dit, vu qu'il y a cette polarisation de la société américaine, il y a un risque aussi qui, moi je pense qu'il est d'actualité. Tout est possible pour garder le pouvoir.
tout est possible pour que demain après-demain, on garde la même façon de voir les choses. On peut créer des guerres, on peut penser autrement. Et ça, selon toi, Michael, y a-t-il quelqu'un ou un parti politique qui peut faire le poids dans la balance actuelle? C'est une très bonne question. Les démocrates ont l'air un peu partagés actuellement. Ça peut changer. Ils peuvent se rallier derrière un candidat qui devient un candidat très fort. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça peut évoluer. Je pense aussi à l'autre phénomène, c'est le ras-le-bol du président Trump. Ce ras-le-bol, on l'a vu lors des élections du Congrès. Avant ces élections, il y a un an, un peu plus d'un an, les républicains avaient le contrôle absolu à la fois du Congrès et du Sénat, tandis que les élections de 2018 ont donné la majorité au Congrès aux démocrates, et une très grande majorité. Donc à l'époque, on pouvait parler d'un revirement par rapport à Trump. Est-ce que ce revirement sera, disons, assez fort pour élire quelqu'un d'autre? N'oublions pas que Trump, il a non seulement la machine politique derrière lui, mais il a énormément d'argent à mettre en place pour sa campagne sur les réseaux sociaux, pour sa campagne dans différents États qui sont importants, parce que lui, il pense pas aux États qui sont perdus d'avance. Il s'en fout de New York, il s'en fout de la Caroline du Sud, il s'en fout de la Californie. Mais les États qui comptent pour lui, pour se faire élire au collège électoral américain, et il est très, très présent dans ces États. Donc, est-ce qu'il y a le ras-le-bol? Souvent, on parle de ça. On dit que la population américaine, il ne peut qu'être mécontent de cette continuité de bagarre qui existe entre la présidence américaine et le reste de l'Amérique qui est contre lui. Mais qui va être blâmé pour ça? On va culpabiliser plus Trump ou plus les démocrates? On ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Personnellement, ce que je sais pour sûr, c'est que si Trump est réélu, ça sera parce qu'il aura rallié sa base. Parce qu'il y a probablement un peu moins d'indépendants, ce qu'on appelle indépendants, parce que les démocrates et les républicains est au milieu des indépendants, et un peu moins d'indépendants qui sont pro-Trump. Donc ça veut dire que pour que Trump soit réélu, il faut que les personnes qui croient en lui aillent voter. Et c'est pas comme en France où il y a 70 à 80% des gens qui votent. Aux États-Unis, c'est entre 50 et 55% des gens qui votent. Donc ça veut dire que s'il y a un ras-le-bol, disons, silencieux de la part que ça soit des évangélistes ou d'autres souches qui soutiennent le président Trump et qui décident de ne pas aller voter, d'un côté, ça peut être contre Trump, mais aussi de l'autre côté, il peut y avoir chez des démocrates, chez des gens qui peuvent soutenir les démocrates, soit il manque de foi par rapport à un candidat spécifique, soit il manque de foi par rapport à la possibilité de battre le président Trump. Et ça veut dire que leur effectif qui vont aller voter peut baisser. Donc, c'est difficile 9 mois avant les élections de vraiment juger comment ça va se départager. Effectivement. Mais ça va être très intéressant. C'est ça que je peux dire, ça va être très intéressant. Ah oui, mais il y a de quoi, Michael, parce que la situation il est confuse aussi, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de paramètres qui sont pas clairs jusqu'à maintenant. Il y a un nouveau mode, c'est un produit qu'on découvre, qui s'appelle le mode Trump, comment les gens ils vont l'accepter ou l'acceptent pas. Ça aussi, c'est... Supposons... Il y a le joker dans tout ça. Aujourd'hui, il y a un bémol dans la pensée de président Trump, c'est que aujourd'hui, il pense que si l'économie américaine continue à être aussi forte que ça l'est aujourd'hui, parce que n'oublions pas que nous avons
le moins de taux de chômage qui n'a jamais existé depuis plus de 40 ans. Et nous avons un essor de l'économie américaine qui est record. Donc, si ces deux phénomènes persistent durant les prochains 9 mois, il va être très difficile à battre le président Trump. Parce que souvent, les élections pour un deuxième mandat dépendent beaucoup de la réussite économique des États-Unis. Mais s'il y a un fléchissement de l'économie d'ici 3-4 mois, et si ça persiste jusqu'aux élections, à ce moment-là, ça va être très difficile de faire réélire le président Trump. Il faut voir l'économie. Avant tout, il faut regarder l'économie américaine. Il me reste une question, si tu le permets, Michael, s'il te plaît, parce que je peux pas te lâcher comme ça, et certains observateurs de taille comme toi sur le plan géopolitique. Il y a une question qui m'intrigue quand même. On voit que la position du président Trump vis-à-vis de l'Europe n'est pas la même que celle qui avait ses prédécesseurs. Comment vous voyez, comment tu vois l'avenir par rapport à cette relation États-Unis-Europe qui déjà vit une grande difficulté et beaucoup d'observateurs disent comme quoi le prochain pays qui va quitter l'Union européenne, ça peut être l'Allemagne. Je peux parler de l'Allemagne par rapport à l'Union européenne, mais ce que je peux dire, c'est que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne était un coup très dur pour l'Union européenne par rapport à l'Amérique. Parce que Trump voit le monde en termes très basiques de pouvoir. Et pour lui, actuellement, l'Union européenne est affaiblie. Donc, même si on souhaiterait qu'il ait une attitude plus bénigne envers l'Europe, il n'y a rien dans l'échiquier politique de l'Europe actuelle qui le pousse à l'être. Parce qu'il a des griefs qui sont défendables. Par exemple, que les pays de l'Union européenne ne donnent pas ils partagent pas, disons, d'une façon juste, les redevances par rapport à la protection de l'Europe. Et Trump, et c'est pas le premier président à dire cela, mais c'est le premier président à exiger que ça change. Donc, son attitude par rapport à l'Europe, qui peut déstabiliser les relations entre l'Amérique et l'Europe, et surtout, à mon avis, parce que cette attitude n'est pas logique. Parce que d'un côté, il veut que les relations entre l'Europe et l'Amérique deviennent plus mûres, mais en même temps, il exige le plus grand possible, parce que il ne gère pas démocratiquement aux États-Unis, mais en même temps, il met avant des pays plus autoritaires comme la Russie, comme la Corée du Nord. Or, ils mettent certains dictateurs ou bien certains autoritaires en avant comme des pays de choix par rapport à ces communications. Donc, pour lui, il a l'air de nier l'importance de l'Europe tout en ne pas la. Donc, l'avenir de l'Europe, les relations Europe et vont dépendre beaucoup plus de l'Europe que parce que surtout si c'est Trump qui est élu, on ne pourra pas s'attendre à ce que Trump fasse des efforts par rapport à l'Europe, sauf si l'Europe arrive à rester fort. Parce que Trump chose qui va être difficile quand même. Hein. Comment? Chose qui va être difficile, vu ce qu'est en train de vivre l'Europe actuellement, et avec cette fracture qui ne cesse pas parfois à l'intérieur de ces pays qui forment l'Europe. Je parle de ces populistes. Je parle de ces populistes. Il ne faut jamais oublier une chose. Trump est impressionné par la force. Il n'est pas impressionné par les dialogues politiques. La force et l'argent, si on parle de l'Arabie Saoudite, monsieur Michael. Voilà, un autre pays autoritaire.
que Trump met en avant. Donc, n'oublions pas que nous, Américains, nous regardons ça et nous sommes horrifiés par l'attitude du président Trump qui a l'air, pour nous, d'être l'anti-constitution des États-Unis, l'anti-monde dans un sens. Et je dirais que nous sommes perplexes par rapport à l'idée que les Américains peuvent encore une fois soutenir. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit élu, évidemment, on pouvait se dire, on lui donne une chance d'être comme, en tout cas, parce que souvent on se dit, un président américain ne peut pas changer vraiment l'Amérique. Mais je pense qu'avec l'arrivée du président Trump, on n'est plus de cet avis. Je pense que s'il est réélu une deuxième fois, s'il est réélu, il peut carrément changer la photo de ce que c'est l'Amérique. Jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à faire ça. Mais s'il a encore 5 ans à rester au pouvoir, on a très peur. Mais on se dit, mais pourquoi les autres Américains ne comprennent pas cela? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mécontentement. Ici aux États-Unis, en France, excuse-moi, on parle des mouvements de gilets verts, gilets jaunes, oui. Gilets jaunes. On parle disons, des grèves dans le métro et tout. Il y a beaucoup de mouvements sociaux qui sont contestataires contre le pouvoir. Mais on peut dire la même chose en Amérique. L'élection du président Trump est dans cette même lignée. C'est un mouvement de contestation, c'est un mouvement contre l'élite, contre le pouvoir, qui a emmené le président Trump là où il est. Si cette même souche de la population reste plus ou moins satisfait de ce que représente Trump, il va passer une deuxième fois. Donc on est sur les portes d'un nouveau ordre, quelque part mondial, parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle d'un désordre, d'un nouveau désordre mondial qui risque de venir, et on est dans les prémices. On est dans les prémices d'un nouveau ordre mondial, et surtout ce qui est complexe dans cette affaire, Michael, c'est que ces présidents de quoi on parle, qui sont contestés par le peuple qui les a élus, ce sont des présidents démocratiquement élus. Mais n'oublions pas que Hitler a été élu démocratiquement. Et un dictateur peut être élu démocratiquement. Et c'est comment il agit une fois qu'il est élu qui est important. Ce qui m'inquiète le plus actuellement, c'est quand je regarde le Parti républicain, les ténors du Parti républicain sont devenus comme des moutons derrière le président Trump et ont peur que Trump va les critiquer dans ses tweets et ont peur que ça va les compromettre politiquement auprès de leur constituance. Donc je pense que il a beaucoup il porte les habits d'une autoritaire. Est-ce que pour le deuxième mandat, il va commencer à porter des habits de dictateur ou pas? J'en sais rien. Mais à suivre. Pour moi, tout est parti pour. Et l'Europe, face à cela, la seule solution pour l'Europe, bon, évidemment, je suis pas là à donner des leçons aux Européens, mais la seule solution, c'est la force. C'est de se montrer de plus en plus unis, de plus en plus forts, après ce grand cataclysme qui a existé avec le Brexit. Maintenant, l'Europe doit trouver sa voie, parce que Trump ne va pas être là pour les aider. Ah bah, il l'a dit, il l'a redit à maintes reprises. Et ses décisions vis-à-vis de l'OTAN et ses déclarations vis-à-vis de l'OTAN ne que confirment ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure. Michael Kurtli, observateur international, expert en géopolitique du monde arabe, grand reporter international, conseil international en communication. Merci infiniment de cet éclairage. Sincèrement, c'est un éclairage qui va ne que enrichir davantage l'émission Arc-en-Ciel par rapport à ces brillants intervenants. Et tu en fais partie, Michael. Je te remercie infiniment par rapport à tout ce que tu fais. À cet éclairage, à des pistes de travail, j'ose dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et ces réflexions qui sont très avancées et très profondes. Merci beaucoup encore une fois, Michael Kurtli.
Et merci à toi, Ablatif. À la prochaine fois. À la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.